Si je vous parle d'une Madame Weber ayant vécu en Lorraine et rendue célèbre par son passage devant le tribunal, vous penserez sûrement à Simone Weber, célèbre pour avoir assassiné son amant puis découpé en morceaux le corps de sa victime. Elle est née à Ancerville dans la Meuse, pas bien loin de Commercy, le lieu du dernier crime d'une autre Madame Weber célèbre en son temps. Retrouvons-nous au début du XXe siècle, et laissez-moi vous raconter l'histoire de Jeanne Weber, l'ogresse de la Goutte d'Or. Au début du XXe siècle à Paris, dans le quartier de la Goutte d'Or, des enfants meurent mystérieusement. À chaque fois, au moment de pousser leur dernier souffle, ils sont dans les bras de la même femme, Jeanne Weber. Le procès qui s'ouvre doit déterminer si celle qu'on appelle l'ogresse est une tueuse en série ou la victime malchanceuse d'une série de coïncidences étonnantes. Sans le savoir, les magistrats se dirigent vers un fiasco. Le 29 janvier 1906, une foule dense se presse autour du palais de justice de Paris. On juge Jeanne Weber, celle que l'opinion publique appelle déjà depuis quelques mois, l'ogresse de la Goutte d'Or. Ce qu'on lui reproche, avoir étranglé au moins 4 enfants dont l'un des siens, entre les mois de mars et avril 1905. Devant le palais, la population très hostile demande la tête de la mégère. Un journaliste de l'époque dresse son portrait. On la regarde, on cherche en elle les signes révélateurs de sa puissance mystérieuse et l'on voit une petite femme d'une trentaine d'années, vulgaire et laide, un visage rond et coloré aux joues molles, aux yeux quelconques, une figure fermée et nulle, une attitude modeste, effacée. Qui est donc cette femme, connue comme la plus célèbre tueuse d'enfants en série? Née le 7 octobre 1874 à Quérity, petit village situé à côté de Paimpol dans les Côtes du Nord, son père est pêcheur et sa mère est ménagère. Elle est l'aînée de leurs 5 enfants. La famille est pauvre, et Jeanne n'a jamais fréquenté l'école. Afin d'avoir une bouche de moins à nourrir, ses parents l'envoient à Paris en 1888 avec 25 francs en poche, les économies de tout un hiver de pêche. Une fois arrivée à Paris, elle exerce différents petits métiers, notamment bonne d'enfant chez un architecte domicilié rue de Clichy. C'est à cette époque qu'elle rencontre son futur mari. Jean Weber est un enfant du quartier avec ses 3 frères, Charles, Pierre et Léon. Il se marie le 2 juin 1894 à la mairie du 18e arrondissement. Jean est cocher et Jeanne domestique. C'est une petite femme aux manières un peu rustres, pratiquement illettrée, mais elle semble bien s'entendre avec sa belle famille. Le 4 novembre 1894, Jeanne met au monde leur premier enfant, Marcel Jean. Malheureusement, le bébé décède 3 mois plus tard pour des raisons inconnues. Un second fils, Marcel Charles, voit le jour le 9 janvier 1898. 2 ans plus tard, le 3 janvier 1900, Jeanne accouche d'une fille prénommée Juliette, mais l'enfant décède 1 an plus tard d'une pneumonie. C'est à cette époque que le couple s'installe au 8 bis, passage de la Goutte d'Or. Jean travaille désormais comme camionneur tandis que son épouse effectue de menus travaux. Elle est taciturne et montre un certain penchant pour la bouteille. Pour se faire un peu d'argent, elle garde volontiers les enfants du voisinage ou ceux de ses belles-sœurs. Le 25 décembre 1902, Jeanne s'occupe de la petite Lucie, fille d'un veuf domicilié rue Robert. Quand il rentre chez lui en début d'après-midi, sa fille est au plus mal. Le décès est constaté à 16 heures. Cause, pneumonie aiguë. Quelques mois plus tard, en 1903, Jeanne est chez les Poyata, une famille de laitiers dans le quartier de Clignancourt, dont elle garde Marcel âgé de 3 ans. À nouveau, la petite fille est retrouvée sans vie dans les bras de Jeanne, sans doute décédée d'une pneumonie. Quelques jours plus tard, elle tente de s'en prendre à Jacques, le garçon de la famille âgé de 4 ans, mais le petit garçon prend peur et s'enfuit. La fatalité semble s'acharner sur les enfants dont elle s'occupe. Le 2 mars, Georgette, la fille de Pierre et Blanche Weber, âgée de 18 mois, meurt dans ses bras. Diagnostic médical, convulsion. Le 11 mars, c'est leur seconde fille Suzanne, âgée de presque 3 ans, qui décède dans les bras de sa tante. Le 26 mars, cette fois c'est la petite fille de Léon et Marie Weber, âgée de 7 mois, qui décède en présence de Jeanne. Le 29 mars, c'est son propre fils, Marcel Charles, âgé de 7 ans qui meurt. Cette série de morts suspectes commence à semer le doute dans les esprits.
D'autant qu'on se souvient qu'à chaque fois, Jeanne envoie les personnes présentes hors de la maison sous des prétextes divers. On se souvient également qu'à chaque fois on a retrouvé Jeanne serrant les petits cadavres fortement contre elle. On se remémore aussi son état d'excitation inhabituel. On se souvient également avoir relevé sur les coups des enfants des traces suspectes. Étrangement, dans son entourage proche, on en reste là. C'est alors qu'en avril 1905, une jeune femme portant dans ses bras un enfant âgé de 10 mois au visage couvert de traces bleuâtres, se présente à l'hôpital Bretonneau. L'interne de service, le docteur Saillant, constate que le petit Maurice souffre de suffocation et présente autour du cou un curieux sillon rouge. La mère du petit garçon, ouvrière résidant dans le quartier de la Goutte d'Or, raconte que devant faire une course, elle avait confié son enfant à Jeanne Weber, sa belle-sœur. En rentrant chez elle, elle avait trouvé le bébé râlant, le visage violacé, Jeanne assise près de lui en train de comprimer sa poitrine de toute sa force. Le docteur Sevestre, chef du service pédiatrique de l'hôpital Bretonneau, donne alors l'alerte. D'autant que le témoignage de cette femme, la belle-sœur de Jeanne Weber, était des plus alarmants. Elle racontait que depuis le 2 mars, 4 enfants de la famille Weber étaient décédés dans des circonstances étranges, manifestant tous des signes de suffocation. À chaque fois, le médecin du quartier avait établi qu'il s'agissait de mort naturelle. À chaque fois, au moment du décès, les enfants étaient dans les bras de Jeanne Weber. Le petit Maurice sera sauvé in extremis, mais ses parents portent plainte contre Jeanne. Peu après, le commissaire Monanteuil reçoit les autres parents qui ont perdu un enfant. Tous portent également plainte. La jeune femme, interrogée par le juge d'instruction, l'aidait, nie farouchement et déclare être la proie d'ignobles calomniateurs. Ses propos sont décousus, son esprit semble confus. Quelques jours plus tard, elle fait une fausse couche. Afin d'en avoir le cœur net, on confie au docteur Thoineau, professeur de médecine légale et auteur d'ouvrages de référence, la mission d'examiner le petit Maurice afin de confirmer ou d'infirmer le constat établi par le médecin de l'hôpital Bretonneau, examen qui permettrait d'envisager l'exhumation des autres victimes. Dans le même temps, Jeanne, incarcérée à la prison pour femmes de Saint-Lazare, est soumise à une expertise psychiatrique, expertise qui la déclare ni folle, ni hystérique. Le 13 avril, le docteur Thoineau et son équipe procèdent à l'autopsie des 4 enfants Weber morts le mois précédent. Selon l'expert, les résultats sont formels. Les enfants seraient morts non des suites d'une strangulation, mais des suites d'une laryngite diphtérique et de contraction de la glotte. Le procès s'ouvre le 29 janvier 1906 à la cour d'assises de la Seine, présidée par le juge Bertulu. Accusée du meurtre de 5 enfants, Jeanne nie farouchement. Le procureur reconstitue l'emploi du temps de Jeanne et écoute divers témoignages. Pour lui, aucun doute, Jeanne Weber est coupable. Mais le rapport du docteur Thoineau fait pencher la balance du côté de l'accusé. Certes, on ne sait pas de quoi sont morts exactement les enfants, mais selon lui, Jeanne n'a ni étouffé ni étranglé les petites victimes. Pour plus de sûreté, la Cour soumet le dossier à 2 autres experts, les docteurs Brouardel et Vibert. Ceux-ci renoncent à se prononcer, faute d'éléments suffisants. Jeanne Weber est alors acquittée. À l'ouverture du procès, tout le monde n'était pas convaincu de la culpabilité de Jeanne. Après tout, plusieurs médecins avaient conclu à des morts naturelles. Se pouvait-il qu'à la place de l'étrangleuse, sur le banc se trouve une femme injustement frappée par le hasard? Le lendemain du verdict, un journaliste écrivait: Nul ne doit oublier que le sort de Jeanne Weber, le sort d'une innocente, aurait été scellé irrévocablement si elle n'avait pas vécu à notre époque et dans un Paris où la science exacte de la médecine légale a trouvé un grand, sinon le plus grand essor. La foule, hostile au début du procès de l'ogresse de la Goutte d'Or, célébrait maintenant l'innocente accusée. Jeanne recevait des lettres chaleureuses de tout le pays, dont certaines qui la priaient de venir s'occuper de leur enfant. Le public prenait pitié de cette pauvre femme, accablée par le destin. Tout le monde pensait que l'affaire Jeanne Weber en resterait là. Comme il fallait s'en douter, l'affaire de l'ogresse de la Goutte d'Or a fait grand bruit au niveau national. En lisant son histoire dans la presse, Sylvain Bavouzet, cultivateur à Chambon, petit village de l'Indre, est pris de compassion pour cette femme durement éprouvée par la vie. Convaincu de son innocence,
Il lui écrit pour lui proposer de s'installer chez lui afin d'élever ses enfants. Jeanne, qui voit ses voisins et sa famille lui tourner le dos, voilà une solution appréciable. Mais Jean refuse de quitter Paris et son travail. La situation entre les deux époux se dégradant à cause du manque d'argent et de leur alcoolisme, Jeanne décide de répondre favorablement à la proposition de Sylvain Bavouzet. Arrivé à Chambon le 13 mars 1906, le brave homme la présente comme étant une cousine de sa défunte épouse, sous le nom de Jeanne Glaise, ou selon certaines sources, Jeanne Moulinet. Les trois enfants, Germaine 16 ans, Louise 11 ans et Auguste 9 ans, semblent lui faire bon accueil. Le 17 avril 1907, Auguste rentre de l'école un peu fébrile. Jeanne le met au lit. Lorsque Sylvain Bavouzet et ses filles rentrent chez eux le soir, ils trouvent le jeune garçon suffocant dans son lit, Jeanne penchée sur lui. Le père le veille toute la nuit. Au matin, il se rend à la ferme voisine chercher du lait frais pour son fils. C'est alors que Jeanne accourt, affolée et paniquée. Pris de terribles convulsions, Auguste vient de mourir dans ses bras. Le médecin appelé à son chevet ne peut que confirmer le décès. Constatant des traces sur le cou du jeune garçon, il pense tout de même à une mort naturelle et autorise l'inhumation du corps. 2 jours plus tard, la police recevait la visite de Germaine Bavouzet, la sœur du défunt. Elle était tombée par hasard sur un article de presse qui évoquait l'affaire Jeanne Weber. Elle avait reconnu sa gouvernante sur la photo, celle qui se faisait appeler Jeanne Moulinet depuis son arrivée quelques semaines plus tôt. Elle racontait que son père, à la suite du procès, avait été très touché par le sort de cette pauvre femme. Il avait commencé à lui envoyer des lettres. Et comme celle-ci ne pouvait plus vivre dans son quartier de la Goutte d'Or, où trop de gens la pensaient coupable, il l'avait invitée pour qu'elle s'occupe des enfants. Ensemble, ils avaient décidé qu'elle utiliserait son nom de jeune fille, afin de ne pas alimenter les ragots. 6 semaines plus tard, le jeune Auguste était mort. Aussitôt après avoir entendu cette déclaration, le parquet de Bourges relance l'enquête sur la mort d'Auguste Bavouzet, dans le but de faire la lumière sur les circonstances de son décès. L'enquête révèle alors la véritable identité de la gouvernante. Il s'agit de l'ogresse de la Goutte d'Or. Une fois de plus, Jeanne Weber est arrêtée et incarcérée. Depuis sa cellule, elle écrit à maître Henri Robert, son ancien avocat, qui accepte de la défendre à nouveau. Sous la direction du juge Bello, le corps de l'enfant est déterré. Les docteurs Odia et Bruno pratiquent une autopsie et constatent des traces de violence autour du cou, de même les viscères ne présentent aucune altération. Au procès, la défense ordonne une deuxième autopsie. Elle n'est pas convaincue par les résultats obtenus par les médecins de campagne qu'elle qualifie d'incompétents. Au contraire, suite à la deuxième autopsie, certaines taches présentes sur le corps confirmeraient une mort due à la fièvre typhoïde. Le procès de Jeanne se transforme alors en un procès de l'expertise médico-légale. Les experts se déchirent par revues scientifiques interposées. On fait intervenir le Conseil de l'Ordre et l'Académie de médecine. De grands pontes, tels que la Cassagne, se mêlent au débat. Finalement, afin de clore la querelle, les professeurs Brissot, Land et Méret procèdent à une troisième autopsie. Du jamais vu. Jeanne Weber est à nouveau innocentée. L'honneur de Thoineau est sauf. Restent les familles éplorées. La colère gronde parmi le peuple. On accuse la justice d'être complice des légistes et de l'accusé. Dès le mois de janvier 1908, l'avocat Henri Robert et les médecins légistes de Paris saisissaient la Société de médecine légale pour qu'elle conclue à l'indignité de ces petits experts de campagne. Quelques semaines plus tard, ils faisaient voter à l'Académie de médecine une nouvelle disposition pour exclure les médecins qu'ils jugeaient incompétents dans les affaires criminelles. À peine 4 mois plus tard, le 9 mai 1908 à Commercy, Jeanne Weber assassinée à nouveau. Avant cela, un étrange événement s'est produit un soir de mars 1908. Ce soir-là, en effet, Jeanne Weber se présente spontanément à la préfecture de police afin d'avouer ses crimes. Mais celle qui fut innocentée par 2 fois est une bien encombrante criminelle dont personne ne veut tant l'infamie serait criante. Les gendarmes établissent que Jeanne Weber, alcoolique sans toit et sans ressources, ne s'est livrée à la police que dans l'espoir de dormir dans un lit et de manger un repas chaud. Remise en liberté par le juge Lédé qui avait instruit son premier procès, elle se livre à la prostitution.
Le 8 mai 1905 au soir, Jeanne Weber arrive à Commercy, petite ville de la Meuse. Elle se rend chez les époux Poirot-Jacquemot, des logeurs. Elle se présente avec un homme qu'elle désigne comme son mari. Il ne s'agissait en réalité que d'une conquête de passage. Le couple avait loué une chambre à l'auberge Poirot, et l'homme était parti travailler dans une carrière avoisinante. Il avait prévenu qu'il ne rentrerait que tard dans la nuit. Jeanne Weber avait réussi à convaincre l'aubergiste et son épouse que son prétendu mari était un homme terriblement jaloux et qu'elle avait peur de rester seule dans la chambre. Elle avait donc demandé que le fils du couple d'aubergistes, le petit Marcel, vienne dormir avec elle. Son mari, en rentrant, pourrait constater que ses soupçons n'étaient pas fondés. Le couple avait accepté, malgré les protestations de Marcel. Vers 22 h, un client a entendu des bruits bizarres venant de la chambre qu'occupait Jeanne Weber. Aussitôt prévenus, les parents se sont précipités dans la chambre pour découvrir un spectacle d'horreur. L'enfant était déjà mort, un filet de sang s'échappait de ses lèvres. Jeanne Weber, à côté et couverte de sang, prétendait qu'il avait fait une crise d'épilepsie. Un médecin fut appelé et constata des marques de strangulation. Aussitôt arrêtée et incarcérée, Jeanne Weber ne prononça pas un mot. Cette fois-ci, le juge Rollin prit toutes les précautions pour que les constatations des médecins soient irréfutables. Le corps fut photographié sous tous les angles. 5 experts éminents pratiquèrent une autopsie inattaquable. Les médecins arrivaient tous à la même conclusion. Le petit Marcel avait été étranglé par Jeanne Weber à l'aide d'un grand mouchoir. Par réflexe, il s'était mordu et coupé la langue, provoquant le saignement sortant de sa bouche. Quelques semaines après le meurtre, sur ordre du juge d'instruction, Jeanne Weber est examinée par des psychiatres. Le célèbre criminologue italien Lombroso, qui se faisait fort de confondre les criminels simplement en regardant leur visage, s'est fait livrer une photo de l'étrangleuse. Il en conclut ceci. Son crâne rond et microcéphale, son front aplati et sa physionomie virile confirment cette impression. Il s'agit d'une hystérique, épileptoïde et crétinoïde, probablement issue d'une famille de crétins. Le 25 octobre 1908, les médecins rendent leur conclusion. Jeanne Weber, déclarée folle, était inaccessible à la sanction pénale. Le jour même, elle était envoyée à l'asile. 10 ans plus tard, elle décédait d'une crise de folie le 23 août 1918, dans l'indifférence générale et sans avoir jamais été reconnue coupable devant une cour d'assises. Quant au docteur Thoineau, qui portait sur ses épaules la responsabilité d'au moins 2 décès, il n'a jamais reconnu qu'il s'était trompé. Au contraire, jusqu'à sa mort, il avança une autre hypothèse. Jeanne Weber, selon lui, n'avait commis qu'un seul crime, celui de Commercy. C'est parce qu'elle avait été accusée à tort de tous les autres meurtres qu'elle en était arrivée à ce geste fatal. Jusqu'au bout, l'expert resta convaincu qu'elle était innocente des premiers infanticides. Lors du premier procès de Jeanne Weber, un journaliste qui couvrait l'affaire avait écrit « Les avocats rappelleront souvent l'affaire Weber quand ils auront à défendre leurs clients contre une accusation fondée sur des coïncidences. » L'affaire Jeanne Weber resta effectivement dans les annales judiciaires, mais pour une autre raison. La nécessité de se rappeler que la science autant que la justice est humaine, tout comme l'erreur. Combien d'enfants Jeanne Weber a-t-elle fait passer de vie à trépas? Plus d'un siècle après ces méfaits, le macabre des comptes reste toujours imprécis. On estime aujourd'hui qu'elle aurait fait une dizaine de victimes au moins. Celle que les journaux de l'époque avaient surnommée l'ogresse de la Goutte d'Or a sévi dans plusieurs villes et villages. L'incompétence des grands professeurs de médecine de l'époque sera telle qu'elle échappera toujours à la prison. Était-elle vraiment folle? Fallait-il la condamner à la peine capitale lors du premier procès? Je vous laisse juge.